Nous sommes dans la partie 2 sur la vidéo des proxys. Dans cette partie, on va voir un peu plus en détail le proxy Squid, qui est un proxy open source sur Debian. On va voir comment on l'installe, comment on le configure, comment on le sécurise en mettant en place une certification SSL. On verra aussi dans cette vidéo comment faire pour bypasser un proxy et comment appliquer des filtres de contenu sur le proxy qu'on a installé pour protéger son foyer ou son entreprise ou son organisation. C'est parti. Alors il existe deux proxys importants sur Debian qui sont open source. Il y a Privoxy et Squid. On va voir la différence un peu entre les deux. Squid, c'est plutôt un proxy de cache, entre guillemets. Donc un proxy transparent qui permet de mettre en cache une partie d'Internet pour pouvoir accélérer l'impression de la vitesse Internet dans son organisation. Il est un peu plus compliqué à paramétrer que Privoxy car il a beaucoup plus d'options avancées. Il peut faire du filtrage, il a des modules qu'on peut lui rajouter. Donc il est beaucoup plus complet que Privoxy. Privoxy, lui, est plutôt utilisé pour le filtrage facile Internet. C'est-à-dire c'est un proxy qu'on va mettre chez soi, par exemple pour filtrer un contenu pour ses enfants, ou qu'on va mettre dans une petite entreprise pour justement bloquer certains sites et bloquer certains contenus qui ne font pas partie de la culture d'entreprise ou qui ne font pas partie des ressources qui sont utiles à l'entreprise. Nous, on va s'intéresser ici à Squid parce qu'il est le plus complet et il est surtout open source. Comment faire pour installer Squid? Alors c'est très facile sur Debian. Il faut se connecter dans un premier temps sous utilisateur. On va mettre sous tiré dans la console. On va faire un update et puis ensuite on va utiliser la commande habituelle apt-get install et le nom du logiciel. Voici la démonstration. Pour la configuration, c'est exactement la même configuration qu'un serveur lambda. On va devoir modifier un fichier qui se situe dans le répertoire etc et le nom du service Squid. Donc là, le fichier, c'est squid.conf, c'est facile à retenir. Les paramétrages de base sont assez simples. Il faut trouver la ligne HTTP-port et mettre le port sur lequel on veut que le proxy soit atteint. Par défaut, c'est le 3128, mais on peut mettre n'importe quel port du moment qu'il n'est pas utilisé par un autre protocole ou un autre service. Donc généralement, on trouve 81, 8081, 8888. Si vous voulez traverser un pare-feu avec certains ports ouverts, vous utiliserez le 110 ou le 25, qui sont des ports qui sont souvent ouverts derrière des pare-feux. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment modifier le port. Et puis ensuite, comme un proxy va être installé sur Internet et va être accessible depuis n'importe qui, on peut lui fixer des adresses IP à laquelle il doit répondre et d'autres à laquelle il ne doit pas répondre. Donc on appelle ça une sécurité ACL, donc un groupe ACL. On va le nommer, donc ici par exemple pour l'exemple je le mène groupe 1 et la source je vais lui dire IP/masque. Donc là j'ai mis un 2, 3, 0 pour l'exemple, /24. J'ai mis .0 parce qu'en fait l'IP, il faut une IP de réseau. Et on a vu dans les cours de réseau qu'une IP de réseau, souvent ça termine par 0, mais pas tout le temps, ça peut terminer par 127. Mais bon voilà, l'idée c'est ça, c'est que vous devez y mettre l'IP de votre réseau avec le masque, et puis après mettre la ligne HTTP-access hello groupe 1. Donc vous autorisez, hello c'est autorisé, le groupe 1. Et du coup vous pouvez mettre plusieurs groupes d'IP à condition de mettre plusieurs fois le HTTP access. Et donc vous pouvez faire un HTTP access hello pour le groupe 1, et vous pouvez aussi faire un deny, D-E-N-Y, pour refuser un certain groupe réseau. Il faut ne pas oublier, comme n'importe quelle installation de serveur et configuration, de redémarrer le service Squid avec un systemctl restart Squid ou un service Squid restart si vous êtes en sous-root. On va voir maintenant comment sécuriser son proxy et donc le rendre authentique, c'est-à-dire pouvoir faire en sorte que ce service est authentique et qu'il n'est pas usurpé par quelqu'un d'autre qui voudrait substituer les informations de notre entreprise. On va parler de la certification SSL. Lorsque un utilisateur envoie une requête HTTP à un serveur, le serveur reçoit la requête et répond. Jusque-là, pas de problème, c'est la manière standard dont est utilisé le protocole HTTP. Mais qui vous dit que la réponse qui a été reçue vient bien de votre serveur proxy et pas de quelqu'un d'autre? Parce que si quelqu'un écoute et est sur votre réseau, intercepte votre réponse, notre trame peut être interprétée et modifiée et lue durant la transaction. Donc le principe de chiffrement, ça va être la chose suivante. Le proxy va créer un jeu de clés qu'on appelle clé privée, clé publique. C'est généré mathématiquement, c'est-à-dire qu'une clé publique ne peut être utile qu'à une clé privée et vice-versa. Je ne rentre pas dans le détail de la création de ces clés mathématiquement, mais sachez que voilà, c'est un couple de clés et ça fonctionne de la façon suivante.
Une clé publique va être distribuée à tout le monde, puisqu'elle est publique, tout le monde peut la voir, même le hacker, même la personne mal intentionnée. Par contre, la clé privée, elle, ne sera que sur le système qui est privé. Du coup, personne ici n'aura accès à la clé privée. Le principe est le suivant. Le proxy va prendre sa trame HTTP. Bon, là, je l'ai simplifié avec le mot coucou, parce qu'une trame HTTP, c'est ni plus ni moins que du texte mis bout à bout avec des valeurs et des données. Coucou va être chiffré avec la clé privée, c'est-à-dire que c'est une clé de chiffrement qui va donner un résultat. Par exemple, coucou va se transformer en 4C44D4E4F3. Et ce message, un peu bizarre, illisible, parce qu'il n'y a absolument pas coucou, peut être distribué à tout le monde, et ceux qui ont la clé publique peuvent faire la cryptation inverse pour retrouver le mot coucou. Il n'y a que cette clé qui peut déchiffrer le message. Si vous pensez qu'il est possible de tester toutes les clés possibles avant d'arriver à retrouver le résultat, ça prendrait des années pour un ordinateur lambda. Pour le moment, seuls les ordinateurs quantiques seraient capables de casser une clé assez rapidement, mais voilà, ce n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Du coup, si le hacker veut falsifier une requête, il prend la requête, le faux coucou, il le crypte avec une clé privée, mais comme il n'a pas la clé privée du serveur, parce qu'il n'est pas authentifié, à part s'il la vole, mais s'il est à distance, il ne peut pas la récupérer, il va le crypter avec une autre clé. Ça va donc donner un autre chiffrement, puisque seule cette clé-là chiffre coucou comme ça, ce qu'on appelle un hachage. Et du coup, quand le user va décrypter avec la clé publique qui est associé à son proxy, et ben il va trouver un résultat qui n'est pas correct. Et du coup, il va savoir que la liaison est corrompue. Donc, le couple de clés privées-publiques, c'est-à-dire le serveur avec sa clé, si quelqu'un veut falsifier le message, il sera détecté au moment du déchiffrage. C'est le principe de chiffrement utilisé pour le Bitcoin. Et du coup, une personne qui veut décrypter une clé, ça lui prendrait des années avec un simple ordinateur. Alors comment on fait ces clés? Eh ben, on utilise un service. Donc le Cerbot, c'est l'un des services les plus simples parce qu'il est gratuit. En fait, Cerbot, ça va vous générer une clé privée et une clé publique. Donc comment ça s'installe? On installe Squid OpenSSL avec apt-get install. On fait un update. On installe software-properties-command. On ajoute Cerbot à son source list, parce que par défaut, Cerbot n'est pas une application qui est de base fournie par Debian, donc on ne peut pas faire un apt-get install Cerbot directement. Il faut ajouter Cerbot dans le dossier apt, donc dans le source list. Une fois qu'on a fait ça, on pourra faire un apt-get install Cerbot pour installer Cerbot sur son serveur. Et en gros, Cerbot, ça va être un robot qui va faire tout le cheminement pour créer une clé en une seule ligne de commande plutôt que de faire la clé à la main qui prend un certain temps. Parce que je vous rappelle qu'une clé doit être authentifiée. La clé privée qu'a produit le serveur et les clés publiques qui sont distribuées. Lorsque vous avez une clé privée et une clé publique, il y a un organisme qui permet de dire que cette clé-là appartient bien à ce serveur-ci. C'est comme ça qu'on évite d'avoir des fausses clés sur des sites internet. Alors comment maintenant on crée le certificat une fois qu'on a Cerbot? Alors déjà il faut arrêter le service Apache 2 parce que Apache 2 utilise le port 80. Or le port 80 a besoin d'être utilisé pour Cerbot. Du coup, on est obligé d'arrêter le service Apache 2. Donc, on fait un service Apache 2 stop. On lance la commande Cerbot en faisant un Cerbot cert only-standalone-d. Ici, vous mettez votre nom de domaine à vous. Si vous avez acheté un VPS, vous avez forcément un nom de domaine. Donc là, c'est le nom de domaine qui est fourni par OVH, pour mon cas à moi. Si vous tapez ce truc-là, vous aurez accès à mon serveur. Et du coup, vous générez la clé pour un nom de domaine. Et puis, vous redémarrez ensuite Apache. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il vous répond qu'il a créé deux choses. 1, il a créé la clé privée. Et 2, la clé publique. Il va vous dire aussi que le certificat expire à une certaine date. Donc il faudra refaire la manipulation une fois que le certificat n'est plus bon. Ou alors il faudra faire un cron pour faire la commande qui permet de renouveler un certificat. Je ferai une autre vidéo pour l'utilisation d'un cron. Ce n'est pas le cadre de cette vidéo. Donc on a un fichier de clé privée. Donc ça, ce fichier-là, il va être gardé sur son serveur. Et puis on aura le certificat complet, donc avec la clé publique, qui permettra à chacun de décrypter le message et de vérifier l'authenticité d'une requête qui vient de ce serveur. Pour installer la certification SSL, c'est assez simple. Il faut remodifier le fichier squid.conf, donc dossier des applications et les configurations des applications. On prendra dans le dossier squid le squid.conf avec l'application Nano. Et dans la ligne qu'on a normalement mis http_port, on met le port que l'on souhaite
souhaite le port accessible du serveur, hein. Et on va rajouter ces lignes-là qui correspondent au dossier où sont sauvegardées la full chain et la clé privée, clé publique, clé privée. Et on redémarre le serveur. Donc là, en fait, ces deux lignes-là, donc certificat égale l'emplacement, espace, la clé, key égale l'emplacement. Et l'emplacement, c'est bien donné une fois que vous avez créé votre certificat. Il n'est pas possible de faire de certificat sur une IP, donc vous êtes obligé d'avoir un nom de domaine. Si vous voulez installer un proxy et le certifier derrière une box internet, la box internet n'est identifiable que par une IP, elle n'a pas de nom de domaine. Du coup, ce ne sera pas possible pour vous, sauf si vous avez acheté un nom de domaine. On va voir maintenant la partie qui concerne un peu la sécurité des proxys, la partie bypasser un serveur proxy. Il est facile de configurer un proxy dans son navigateur. Pour cela, c'est simple. Quand vous avez une requête HTTP, elle passe par un proxy de base ou pas du tout et elle va sur Internet. Elle peut y aller directement ou par un proxy. Comment on détermine ce proxy? Soit c'est un proxy interne à l'entreprise qui est derrière un pare-feu ou soit c'est le proxy qui est dans votre navigateur Internet. On verra après comment le modifier. Si vous voulez accéder à une ressource, par exemple ici jeuxvideo.com, elle sera supprimée par les directives de votre organisation ou de votre entreprise. Si vous avez besoin absolument pour un projet d'accéder à cette ressource, il va falloir passer par un autre proxy, c'est-à-dire ne pas utiliser le proxy de base, mais utiliser un autre proxy, celui que vous aurez installé chez vous ou sur un service internet. Et dans ce cas, les requêtes HTTP vont passer par un autre port que le port 80 ou 443 parce que vous avez déterminé un autre port pour atteindre votre proxy et le proxy va aller chercher la ressource demandée et la ressource demandée va passer par votre proxy et revenir vers vous. Donc vous allez avoir accès à la ressource. Donc comment faire pour que la requête HTTP passe par le port 110 et pas de base par le port 80? Eh bien dans vos configurations machine, il est possible d'activer un proxy. Dans ce cas-là, vous lui mettez l'adresse IP et le port. Dans certaines organisations, le proxy n'est pas renseigné puisqu'il est automatiquement intégré à un pare-feu. Mais si vous lui indiquez une adresse IP avec un port, à condition bien sûr que le port soit accessible depuis l'extérieur, hein, sinon ça ne sera pas possible, vous allez pouvoir mettre un autre serveur proxy derrière et puis mettre l'IP de votre proxy sur Internet et le port que vous avez configuré dans le squid.conf. Ainsi, la requête va passer sur ce serveur. On va dans les paramètres de proxy du navigateur ou de Windows. Donc ici, je suis sur Chrome. Il faut activer bien sûr le proxy dans Windows en mettant l'adresse IP du serveur proxy que l'on vient d'installer. Donc moi, c'est le 65143 en mettant le même numéro de port que l'on a configuré dans le proxy. Mais comme on est sur Windows et que le port 110 n'est peut-être pas un port autorisé, il faut bien sûr autoriser dans le pare-feu le port. Et pour cela, il faut créer une nouvelle règle de trafic sortant et d'indiquer qu'on veut établir une règle sur le port 110 au niveau de la sortie et puis mettre un nom de règle. Cliquez sur terminer et normalement tout cela devrait fonctionner. Alors, contourner un proxy, est-ce que c'est légal? À partir du moment où on contourne l'utilisation d'un système de base, non, ce n'est pas légal. Vous risquez une amende, voire plus, selon la gravité. Par contre, si le contournement n'est pas indiqué clairement dans la convention collective de votre société, vous ne vous introduisez pas dans un système illégalement. Vous faites partie de ce système, vous utilisez juste un autre service. S'il n'y a pas de texte écrit qui vous impose l'utilisation d'un proxy interne, vous pouvez changer de proxy. Changer les configurations d'un proxy d'origine d'une entreprise, c'est assez compliqué, ça demande pas mal de procédures et d'autorisations. L'idée est toujours la suivante, si vous avez besoin d'accéder à une ressource pour un projet, il faut avoir en amont l'autorisation de votre hiérarchie. Comme ça, vous vous couvrez. Comment maintenant, à l'inverse, bloquer et sécuriser ce principe? C'est-à-dire, comment éviter que dans votre entreprise ou dans votre organisation, on bypasse votre proxy? Et bien, la solution, elle est simple. Il suffit d'installer un soft à ce niveau-là qui vérifie que les trames qui circulent sur ce port 110 ne contiennent pas un début de protocole HTTP. Si vous détectez des trames HTTP par rapport à une IP qui les émet, vous pouvez être certain qu'elle utilise un proxy en passant par ce port. Donc en quelques lignes de code, il est très facile d'identifier ça. On ne peut pas interdire la personne à le faire, mais par contre, on va pouvoir l'identifier pour la rappeler à l'ordre. Donc ça, c'est si vous voulez mettre ça en place. Pour bloquer ce système de contournement, vous pouvez passer à la politique de on bloque tout. On va passer à une deuxième sécurité qui est la sécurité du contenu, c'est-à-dire que vous avez soit vous voulez protéger votre foyer, soit vous voulez protéger votre organisation. Comment on met en place
des filtres sur son proxy pour justement éviter que du contenu malveillant arrive sur les ordinateurs de vos enfants ou de vos élèves ou de vos employés. On va utiliser le proxy pour filtrer le contenu. Il suffit dans la configuration du proxy, donc dans le fichier squid.conf, d'aller rajouter la ligne suivante, c'est-à-dire un paramètre ACL. Je mets le nom du domaine que je veux et ensuite j'établis une règle d'accès HTTP et je dis deny le nom que j'ai déclaré ici. ACL, je déclare un nom, je lui mets le nom de domaine que je déclare, et après, je fais en sorte que l'accès soit bloqué. C'est exactement le principe que de bloquer un réseau d'IP, mais vous bloquez un nom de domaine. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire quand vous avez des sites où vous savez d'ores et déjà que le contenu n'est pas bon. Donc généralement, ça va être des sites à caractère pornographique, des sites de streaming où il y a beaucoup de logiciels malveillants JavaScript là-dessus, tout ce qui est téléchargement illégal, etc., etc. Mais il est possible aussi de protéger l'intérieur d'un contenu en particulier. C'est-à-dire qu'on ne va pas filtrer sur un adresse IP ou sur un nom de domaine, on va filtrer sur du contenu propre. C'est-à-dire qu'on va déterminer des mots-clés qui doivent définir si le site est dangereux ou pas. Alors, on est obligé d'installer un module apt-get install SquidGuard, qui est un module pour Squid. On utilise le SquidGuard qui permet justement de filtrer du contenu. Et puis ici, je mets un exemple pour configurer une règle qui dit que quand il y a le mot jeu vidéo, le site est considéré comme dangereux et bypassé. J'utilise toujours le principe de fichier de configuration dans ETC et le nom du logiciel. Donc là, c'est SquidGuard, le module de Squid. On va déterminer une destination. Donc on la nomme comme on veut. Donc là, c'est le nom. Je l'ai appelé jeu vidéo. Entre crochets, on met les domaines et on met une liste du réel ou des mots-clés. Et ensuite, la règle, on dit que par défaut, que si on est dans le cadre qui a été déclaré dans le jeu vidéo, on est redirigé vers une page de blocage. Donc chaque fois que quelqu'un va aller sur une URL où il y a le mot jeu vidéo ou un domaine où il y a le jeu vidéo, on aura un blocage et une redirection sur une page. Donc là, généralement, c'est la page de l'entreprise qui dit que vous n'avez pas accès à ce domaine, etc. Mais une chose est importante, c'est que quand vous avez installé SquidGuard, pour que ça soit pris en compte dans Squid, il faut faire en sorte de modifier le fichier de config squid.conf. On va dire à Squid d'utiliser SquidGuard pour des règles particulières. Je ne rentre pas plus en détail dans cette vidéo sur le paramétrage de SquidGuard parce que ça fait partie d'un TP que vous allez devoir effectuer. Donc lire la doc, établir les bonnes règles pour réussir justement à faire en sorte que Squid bloque tous les sites qui possèdent un certain mot-clé. Une dernière chose sur la configuration, c'est configurer le cache de Squid, où là c'est toujours pareil, on va déterminer dans le fichier de config squid.conf, toujours le même, détail pour le cache. Donc c'est ces lignes-là qu'il faut rajouter. Exercice 24, je vous demande d'établir, donc après installation d'un serveur Squid sur une VM, d'établir une règle pour autoriser les PC du même réseau que la machine suivante, donc la 81.7. Donc toutes les machines qui sont sur le même réseau ont le droit d'accéder au proxy et à Internet, et les autres ne peuvent pas passer par le proxy. Donc elles passent par le port 80 standard ou 443, et si c'est bloqué par un pare-feu, elles n'auront pas Internet, alors que les autres pourront passer par le proxy. C'est une façon aussi d'autoriser Internet différentes machines, mais pas pour celles qui ne sont pas sur le réseau attendu. Exercice 25, je vous demande d'installer SquidGuard, et donc là, il va falloir se documenter un peu plus, et d'établir une règle SquidGuard pour bloquer tous les sites qui possèdent le mot légumes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le proxy. La vidéo 1, la partie 1, c'est plutôt la théorie, et la partie 2, on voit un peu en pratique comment configurer tout ça et comment mettre en place tout ça. Le prochain cours de sécurité sera sur l'installation d'un VPN, celui qui est gratuit, c'est-à-dire OpenVPN. À bientôt.